retrace le portrait de l'entrepreneur, on va dire des entrepreneurs, des parcours palpitants, motivants, pour vous permettre justement de faire bonne marche dans vos différents secteurs d'activité. Nous sommes en compagnie, comme je l'ai dit, avec le fondateur, PDG de Kandi Automobile, Monsieur Kwame Nda Ngouran Bernard. J'ai déplié son nom à l'état civil ici. Merci de nous rejoindre, merci de nous accorder cette interview. Je vous en prie. Vous allez bien? Super bien. Alors, vous avez parcouru tellement de secteurs d'activité, la communication, la santé. Tellement, on va dire, c'est énorme. Hein. Le transport, également le développement personnel. Et là, vous bifurquez, vous êtes au niveau de l'industrie automobile. Pourquoi en fait ce changement? À la recherche du chemin. D'accord. Bien sûr. J'allais dire à la recherche de l'argent. Non, c'est pas ça. Bien sûr, l'argent aussi. Voilà, mais je veux dire que la vie nous a tellement enseigné beaucoup de choses qu'on passe tout le temps nous interroger, à nous poser des questions. Et donc, toutes ces entreprises-là, c'était dans le but d'aller chercher des réponses à toutes ces questions qu'on se posait. Donc, Kandi Automobile, qui est pratiquement la plus récente, mais a été l'une des aventures les plus palpitantes, les plus douloureuses. Et c'était répondre à des questions spirituelles, des questions personnelles, des questions divines, bien sûr. Ah bon, divine. Ouais, on imagine bien. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé l'entrepreneuriat officiellement, je dirais, en 2007. D'accord, donc plus de 18 ans. Hein. Justement, officiellement, parce que depuis le 14 décembre 2007, tant que je ne sors pas, je ne mange pas. C'est-à-dire, c'est à cette date-là que la démission a été rendue définitivement pour dire que je vais à la recherche de ma vie. D'accord. Voilà. Donc, à cette période, vous travaillez pour une entreprise? Je travaillais pour une entreprise, mais ça a été vraiment 2 ans de beaucoup d'interrogations, de 2005 à 2007, comme je l'ai dit. Et je ne voulais pas rentrer dans l'année 2008 avec des questions, mais avec des actions. Voilà. Vous savez, quand on vient de là où je viens, où la vie n'est pas facile, parce que très tôt, j'ai perdu mes parents. Et donc, la vie a été effraie. Tu te rends compte que personne ne viendra t'aider. Et tu es dans cette réalité de la vie où, même pour payer ta scolarité, tu n'as vraiment personne pour le faire. Et donc, voilà, moi, je suis reconnaissant à la vie divine, à l'église, surtout, parce que je ne vais pas t'emmerder très souvent les prêtres. Il fallait. Ouais, bon. Voilà, et il y a. Donc, on finit par, je veux dire, rêver d'un modèle de vie et d'existence communautaire. Et puis, on se dit, bon, si ça n'a pas existé, il faut que je crée. Donc, depuis, on va dire, 2007, parce que vous... J'étais dans des entreprises dans lesquelles j'étais tout le temps en train de dire que même si je suis seul actionnaire, mais dans l'exécution, dans l'évolution, je suis en train de rassurer les gens pour dire venez qu'on travaille, venez qu'on travaille, venez qu'on se mette ensemble. Et donc, tu es tout le temps en train de courir, attirer des gens et tu passes plus de temps à leur expliquer pourquoi vous devez avancer ensemble. Mais eux, ils ne rien. Ils ne comprenaient pas la vision. Non, aucune vision. Voilà. Et donc, l'une des entreprises pour lesquelles, effectivement, je dis, bon, écoutez, moi aussi, je vieillis. Et puis, il faut comprendre que l'inspiration va venir d'un voyage dans l'avion. D'accord. Quand on est dans l'avion, les consignes de sécurité, on vous dit que s'il y a un souci, que le masque à gaz là tombe, même quand tu as ton enfant, il faut te protéger d'abord. Parce qu'en voulant protéger ton enfant, si toi-même tu manques d'air, tu es asphyxié, vous devez mourir. Mais si tu prends le temps de te protéger, tu es lucide pour protéger ton enfant et c'est clair qu'à 100% vous allez survivre. Je pense que c'est cette inspiration qui me dit, ben, écoute, tu fais erreur depuis. Il faut te sauver toi avant de sauver les autres. Et ça rattrapait l'expression d'un ami qui me disait, toi, on voulait dire 10 pauvres. Tu seras le 11e. Effectivement, tout le temps, tu es en train de t'enfoncer plus que les autres parce que ils sont bien dans ce dans quoi ils sont. Et toi, tu veux aller, mais ils te tirent tellement que quand tu chutes,
qui les dépassent. Est-ce que c'est cette mentalité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur? Ah oui. Justement. Il faut avoir cette mentalité d'aller poursuivre ses rêves, d'être accroché à ses objectifs et à ses ambitions et de ne compter sur personne. Quand vous serez au sommet, vous pourrez attirer tout ce que vous voulez attirer. Je pense que c'est ce qui doit gouverner tout entrepreneur. Peut-être que nous autres, il nous a fallu plusieurs années pour comprendre. C'est normal. Hein? Vous savez, dans les années 2008, quand tu dis que tu étais entrepreneur, on te demande, mais où est ton chantier? Parce qu'en cette période, les entrepreneurs, c'était les constructeurs de maisons. C'est eux qu'on appelait entrepreneurs. Donc, on faisait partie des générations où dans n'importe quel secteur, on s'identifiait comme entrepreneur. Ce n'était pas aussi vulgarisé que c'est aujourd'hui l'expression entrepreneur. Est-ce que vous voyez? Donc, nous, on avait tout le temps d'expliquer, non, l'entrepreneur, ce n'est pas forcément celui qui est là, c'est celui qui a des idées, qui essaie vraiment de les faire vivre, qui est l'entrepreneur. Vous voyez un peu. Voilà, donc, vous comprenez que on n'avait personne à qui demander conseil. C'est ça. Parce que nos aînés même, qui étaient peut-être au devant de nous comme entrepreneurs, se cherchaient. Ils sont dans cette phase de dire que si tu viens demander conseil, il est déjà dans le secteur. Quand toi, tu vas pénétrer le secteur, tu deviens concurrent, tu vas limiter son champ d'action, limiter son marché. Et pourquoi il va te donner des conseils? Pourquoi il va t'aider? Comment vous faites? Vous vous auto-formez? Vous auto-formez, vous échouez, puisque vous apprenez des erreurs et des échecs. C'est ce qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs, depuis qu'on a vu commencer. Donc, c'est beaucoup d'échecs. Je suis une bonne banque d'échecs. Déjà, il faut comprendre que de nature, je dis que je ne fais pas les petites choses. Et on ne fait pas une voiture pour la cacher, on fait une voiture, c'est tout, qu'elle sera connue. Donc, du coup, moi particulièrement, on savait ce à quoi on s'attendait, mais c'est peut-être le temps qu'on ne s'était peut-être pas donné pour être préparé. Surtout que là, je ne suis plus seul. Là, on passe maintenant en production, donc il y a de nouvelles personnes qui viennent. Voilà, moi, il n'y a pas de souci, mais les autres ne sont pas préparés. Parce que moi, j'ai déjà travaillé dans l'industrie dans d'autres pays, c'est comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ici, je comprends. Et donc, effectivement, on a eu beaucoup de difficultés administratives. Ce sont des difficultés qui étaient des difficultés normales. La Côte d'Ivoire a plus de 60 ans d'indépendance. Et l'activité telle que nous la développons aujourd'hui n'avait jamais été faite par des Ivoiriens. Quand elle a eu des fonctionnements de ce genre, c'était porté par des expatriés. Et récemment, c'est le gouvernement même qui s'est mis dedans. Donc, un projet porté par le gouvernement n'a pas les mêmes contraintes qu'un projet porté par un particulier. Ou bien, bon, je veux dire une entreprise privée. Donc, nous sommes une entreprise privée aujourd'hui qui venons dans un secteur pour une activité qui en réalité n'existe pas. Et le premier ministère auquel on devait avoir affaire, c'était le ministère de l'Industrie, qui, après plusieurs séances de travail, a vraiment compris notre projet. Donc, on leur a dit que nous, on ne veut pas l'argent. On n'en a pas besoin. On voulait juste un appui institutionnel et les documents qu'il nous fallait pour poursuivre notre aventure. D'accord. Dieu merci, on a été compris et tout nous a été donné, même s'il y a eu des difficultés de comment élaborer ce dossier parce que bon, il n'y avait pas d'existant. Donc, il fallait créer. On est rentré un peu dans l'histoire, hein. On a fait bouger notre pays. Sûr, hein. Voilà. Et avec ces documents, on se rend à la douane. On dit, bon, écoutez, parce que d'abord, quand je sors de la zone franche, je vais à la douane pour dire, ben, écoutez, nous, on désormais voici notre activité, mais comment on fait pour rentrer nos composants pour fabriquer nos voitures? La douane dit, bon, allez-y au ministère de l'Industrie pour avoir tel type de documents. Comme ça, nous, derrière, on peut se servir pour vous accompagner. Bon, je vais à la douane, je voici les documents. La douane dit, c'est pas toi de nous envoyer ces documents. Si le ministère sait que ce document est valable, c'est à eux de nous le transmettre. Je retourne au ministère, je leur explique pourquoi. Effectivement, dans l'accompagnement, le ministère fait le courrier pour envoyer à la douane. Malheureusement pour nous, le document n'avait pas été traité à part la douane, jusqu'à ce que le conteneur n'arrive. Donc là, on est dans tous les problèmes. Puisque quand le conteneur arrive, il y a un temps. Quand ce n'est pas fait, on passe en surestari. Et là, on est en surestari. Et donc, avec les pressions, les présences à la douane,
La douane comprend que nous, on a tout fait pour être dans la légalité, mais c'est l'administration qui n'a pas correctement fait ce qu'il devait faire. Donc, il faut que la douane nous accompagne avec ce qu'on appelle une admission temporaire pour sortir nos conteneurs pour qu'on puisse travailler. Et malgré ça, puisque l'admission temporaire, après, il faut justifier pour peu avoir les exos qui vont avec, parce que ça engage plusieurs acteurs, que ce soit le transitaire même aussi. Donc, dans les démarches, un des responsables du ministère qui avait compris un peu notre souffrance me dit, ben, toi, depuis que tu es là, on sait que ce que tu fais là, beaucoup ne comprennent pas. Pourtant, on sait que tu es à fond dans ton affaire. Apporte-nous quelques images. Au moins, on va mettre dans le groupe WhatsApp du cabinet pour qu'ils puissent voir ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être que ça va aussi relâcher certaines tensions pour vraiment... Pour vraiment que c'est du sérieux. Justement. Et puis, même quand les conteneurs n'ont pu les sortir, on a essayé de mobiliser un peu le ministère pour dire, bon, c'est pourquoi on s'est battu, les conteneurs sont là, venez regarder comment ça se passe. Ils disent... Ils ont fait 50 pas en arrière et tous. Ouais, ils ont donné de bonnes raisons aussi. Parce que souvent, on soutient des initiatives et puis après, la population, je veux dire, se jette à vilipender les actions du gouvernement. Donc, vous l'avez aux voitures, n'a jamais fabriqué là. Ne venez pas nous faire voiture où 3 pieds se suivent là. Oui, donc, voilà, il y a eu cette réticence. Mais quand on envoie les images, on dit, ben tiens, votre affaire, c'est comme ça. Sérieux, hein? C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre depuis. C'est malheureux que vous n'ayez pas cherché à nous connaître. Vous devez savoir qu'avec l'expérience qu'on a et l'envie de construire et d'aller de l'avant que nous avons, on ne peut pas se mettre à faire du n'importe quoi. Donc, la photo est dans le groupe WhatsApp du cabinet. Et ça se retrouve sur la toile. Il y a un boom sur la toile. Voilà. Et comme je le dis, on n'était pas prêts. Puisque nous étions toujours à l'atelier, lorsque tout a commencé à fuiter sur la toile et c'est parti dans tous les sens. Donc, j'ai demandé à l'équipe, je dis, on fait ce qu'on sait faire, qui est de rester concentré pour travailler. Cette période n'avait pas assez de véhicules disponibles hein? Non, de toutes les manières, il sera difficile même qu'il y ait des disponibilités en matière de véhicules pour notre modèle économique. Comme je le dis, nous sommes dans l'industrie de construction et d'assemblage automobile. Nous ne sommes pas concessionnaires. Nous sommes constructeurs, nous sommes fabricants de voitures. Pour fabriquer les voitures, il y a un temps de production. Est-ce que vous voyez, ceux qui ont déjà des véhicules disponibles, c'est parce qu'ils ont déjà produit, qu'ils ont eu les véhicules. Non, il nous faut un temps de production. Il faudrait que tout le monde puisse implémenter ça. Ça veut dire qu'on a un temps de production chez nous qui fait 4 mois. Soit aujourd'hui, une banque vient vers nous pour dire, bon, quand vous devez produire, moi je vous finance la production. La production prendra toujours 4 mois. Mais quand le client vient, il va trouver un véhicule qui est disponible. Après 4 mois, n'est-ce pas? Justement. Mais si c'est le client qui vient, qui dit que moi je veux un véhicule avec vous, c'est son agent qui va fabriquer sa voiture. Donc, on est toujours dans un cycle de production de 4 mois. Ça, il faut que les gens comprennent cela. Bien sûr, parce que certains disaient sur la toile, c'est vraiment facile d'aller prendre des pièces, venir monter, tout simplement. Et puis, peut-être ça marque. Et, vous savez, moi, le petit conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de vraiment faire attention quand ils doivent parler. Surtout. Parce que vous pouvez trouver des gens qui ont tellement confiance en vous, qui croient tellement en vous, qui vont vous écouter. Mais quand vous dites des choses auxquelles ces personnes vont croire, mais elles auront l'opportunité demain d'être face à la vérité, vous perdez de la crédibilité vis-à-vis de ces personnes. Donc, il faut que de plus en plus, quand on n'a pas d'informations sur un secteur ou bien sur une action, qu'on se garde de lancer souvent des commentaires. Ok? Et dans cette histoire de Kondji, on en a écouté beaucoup.
Et très souvent, moi-même, j'ai été vraiment choqué parce qu'il y a des personnes que j'admirais tellement, mais à les écouter ou bien à les lire sur les réseaux, j'ai compris que je m'étais trompé parce que tel que je les estimais, elles étaient vraiment nulles en connaissance. Et ça m'a choqué. L'industrie automobile n'a pas changé. Elle est ce qu'on appelle l'industrie automobile. Il n'y a aucune marque au monde qui produit elle-même 100% de ses composants. Ça n'existe pas. Ce que toutes ces grandes marques font à grande échelle, c'est ce que nous on fait ici aujourd'hui à petite échelle. Toutes ces grandes marques, elles se font approvisionner de tous les producteurs, de tous les constructeurs des composants. Mais ce qui est facile pour ces marques, c'est qu'elles sont installées dans des pays où la logistique est déjà développée. Nous, on est dans des pays où la logistique est un luxe. Et on ne peut pas se permettre de recevoir les fournisseurs un à un avec leurs composants. On est obligé d'abord de les stocker dans un pays qui accepte avant de les transférer vers nous ici. Et c'est tout ça qui augmente le temps de production. Je vais vous donner un exemple. Quand par exemple, moi je dois fabriquer une voiture et que je commande les composants auprès de mes fournisseurs, ça me prend d'abord 45 jours pour mobiliser les pièces. Quand les pièces sont mobilisées, ce n'est pas dans mon pays. J'ai 45 jours encore de bateau. Ça me fait 90 jours. Ça, c'est inévitable. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Malheureusement pour nous, actuellement, jusqu'à présent, 100% des composants sont importés. On lance un défi à tous ces entrepreneurs, à tous ces industriels. Vous n'y avez jamais pensé. Concentrez-vous à connaître les composants qu'on utilise dans la construction automobile, nous en fournir. Comme ça, on ne sera plus en train d'importer 100% de nos composants. C'est bien. Nous sommes au début d'une aventure. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Les marques connues n'allaient jamais utiliser les composants proposés par un Africain. On est là pour utiliser aujourd'hui. Mondi est là pour utiliser aujourd'hui. Et donc, Mondi a peut-être mené le combat pour pouvoir s'imposer dans un secteur qu'on se disait impossible pour nous. On a payé le prix. Parce que soyez rassurés, quand moi je suis rentré au pays, j'étais conscient que je n'allais jamais avoir de l'argent pour me construire une usine avant de travailler. Donc, toute ma formation a été faite comment je pouvais travailler sous un arbre pour avancer, assembler des voitures. Le luxe était d'avoir une bâche. Ah. Ouais. Moi, je cherchais juste un peu d'ombre. Donc, sous un arbre. Et le luxe, pour moi, c'était de mettre des bâches. Au moins, s'éviter. C'était tout. Donc, on n'a pas été formé à travailler dans un environnement luxueux. C'est vrai que ça sera la fin. Mais nous, on a commencé dans un environnement où c'était nos bras et notre tête. C'était tout. Mais pour cela, il fallait faire venir d'abord tous les éléments qu'il fallait pour sortir les voitures. Donc, c'est dans ça qu'on s'est lancé. Mais ça n'a pas été facile. Parce que même tes fournisseurs ne comprennent pas. Comment tu vas faire qu'il dit, hey, il t'a demandé, non, il faut me donner. Le reste, là, il faut m'observer. Aujourd'hui, tout le monde prend pour des extraterrestres, même à l'international. Oui, effectivement. Comment vous faites? Il faut te calmer. Parce qu'on se demande, en tant qu'Africain, est-ce que c'était vraiment aisé? Comment vous êtes arrivé? On imagine qu'il y a des entrepreneurs qui sont assez milliardaires en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas pu faire ce que vous êtes en train de faire, peut-être n'ayant pas l'idée. Comment vous avez fait? Vous qui avez les milliards là, apportez-nous ces milliards. Nous, on va prendre ça aussi pour faire des merveilles. Et c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique. C'est-à-dire des milliardaires africains qui, je veux dire, est-ce que vous trouvez normal, avec tout ce qu'on dit tout ça, que jusque-là, même un, c'est-à-dire ce qu'on dit milliardaire, ne s'est jamais rapproché de nous pour dire, ok, voici votre affaire là, c'est comme ça. Parce que quand les gens deviennent milliardaires, ils sont plus accessibles.
Oui. Donc, c'est seulement eux aujourd'hui qui peuvent vraiment créer les moyens pour que l'on puisse se rapprocher d'eux. Mais aucun signal. Vous trouvez ça normal? Non. Ça veut dire qu'on est dans un pays dans lequel rien n'existe. Et je dis à tous mes gars, hey, tout est vierge. Tout est vierge. Réveillez-vous. Ça ne sera jamais facile. Mais ce n'est pas fait pour que ce soit facile. Sinon, tout le monde allait faire. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est un peu ça aujourd'hui, dire que pour ceux qui pensent que nous sommes des parvenus, il n'y a pas de problème, mais nous, on travaille. Les gens se sont plaints également sur la toile. Je fais remonter les différents avis pour que vous clarifiez des choses. Qu'également, dans les tout débuts, l'offre était assez minime, pas de véhicules disponibles. Ok. Déjà, il faut comprendre, comme et je le l'ai dit. coût aussi, sans oublier le Ok, coût. déjà les véhicules, nous, c'est notre modèle économique, parce qu'on est conscient d'une chose. On travaille sur fonds propres. Ouais. Ok? Donc, c'est l'argent du client qui fabrique sa voiture. Donc, nous, on ne produit pas les véhicules pour que quelqu'un vienne acheter. Le véhicule que vous voyez qui est là, c'est pour quelqu'un. Donc, si vous voulez des véhicules avec nous, c'est votre argent qui doit commander votre véhicule. À la rigueur, parce que vous nous passez une commande, nous, on peut aller vers la banque pour dire, bon, que voilà, j'ai un client qui a passé une commande, m'a donné un peu complètement, il a fabriqué sa voiture. Ça, on peut le faire. Mais dire que nous allons construire des véhicules qui sont stationnés, le monde n'a pas cette capacité. Maintenant, on parle de coût. Le coût, là, on compare le coût par rapport à quelque chose. Justement. N'est-ce pas? Oui. Lui, il est cher par rapport à celui-là. Oui. Mais il faut qu'on puisse dire, OK, les deux sont même chose. Et puis, parce qu'ils sont même chose que lui, il est plus cher que l'autre. Le véhicule sur lequel nous avons travaillé dans ce pays n'a pas d'équivalent. Ni en gabarit, ni en option. On a fait le constat tout à l'heure. Vous verrez. Ouais. En termes de gabarit, notre véhicule n'a pas d'équivalent sur le marché. Ceux qui sont sur le marché qu'on connaît, en de nouvelles versions, sont trop costauds. Ben ça, c'est les hauts de haut des marques existantes. Mais ceux qui ont sur le terrain, qui sont populaires, sont petits par rapport à nos véhicules. Donc, en matière de gabarit, d'options embarquées, il n'y a pas match. Quand on prend des véhicules qui ont un peu le standing intérieur de ce que nous avons, c'est des véhicules de 50 millions proposés sur le marché ivoirien. Nous, on vient avec un véhicule en plus d'options que ce qui est proposé sur le marché à 24 500 000 francs. TTC. C'est cher par rapport à quoi? Ouais. On parle, hein? Donc, non, c'est pourquoi je dis souvent, on parle et on a cette tendance-là à relayer ce qu'on ne sait pas. Et on est tellement virulent dans ce mensonge que quand on sait la vérité, un jour, les gens à qui on a menti risquent maintenant de ne plus trop croire en nous. On est dans Abidjan, on a nos adresses, nos coordonnées. Ça vous coûte quoi de venir regarder les véhicules de près pour vous faire une idée de ce qu'on dit depuis? Ça ne vous coûte rien. Venez vous faire votre propre idée de ce qu'on dit. Et les gens ils relaient des choses qu'ils ne savent pas, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Donc, une voiture, c'est une voiture. Ouais. La preuve, on a vu des véhicules ici, bon, on dit, c'est pas moins de 5, 6, 7 millions, les voitures aujourd'hui. Donc, regardez la voiture, il n'y a pas voiture 300 000, il n'y a pas voiture 1 million, il n'y a pas voiture 5 millions. Vous comprenez un peu? La voiture, à la base, ce n'est pas un produit, monsieur, tout le monde. Et la voiture ne sera jamais un produit, monsieur, tout le monde. C'est un standing quand même pour avoir un véhicule. Aussi petit soit-il, mais il faut un standing. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas pour autant que les gens pensent qu'on est en train de chercher. Non, non, non. Nous, à gabarit égal, modèle égal, intérieur ou confort égal, on est largement moins cher que n'importe quel modèle. Oui. J'aime bien cette publicité. Hein. On a constaté la robustesse en fait des véhicules. Alors, nous sommes en train de terminer l'émission, mais on revient sur le nom de justement l'entreprise conduite des voitures. Un nom baoulé, symbolisant même un arbre et puis tiré du nom de votre arrière-grand-père. On revient sur l'histoire. Ah. Oui, brièvement. Ok. Il faut comprendre que j'avais déjà une entreprise que j'avais appelée Jetron Building, hein, dans le domaine de la construction, qui portait le nom de mon grand-père. D'accord. Mais qui ne décollait pas. Toujours des problèmes. Quand je dis à mon grand-père qui fut un ancien combattant, toi, tu es trop compliqué.
il va travailler avec ta femme. Et donc, j'appelle sa femme pour dire, bon, ton mari, là, on fait affaire avec lui, mais on ne s'en sort pas. Donc, on va faire avec toi désormais. On va travailler avec toi. Et il dit à son mari, il va travailler avec ta femme, il va te montrer comment femme gère société. Ouais. Justement. Et donc, c'est dans cela que, bon, c'est à Guétran Building. Et je prends maintenant Mangi, qui est le nom de ma grand-mère, qui vient de elle, son père, mon arrière-grand-père. Donc, Mangi Automobile. Et donc, il fallait trouver la marque, qui est la marque Mangi. OK? Maintenant, il fallait trouver un logo. Oui, comme on peut le constater. Le logo, il faut comprendre que c'était pour rendre hommage à un pays et à un peuple. Un peuple. Ce peuple-là, c'est le peuple ghanéen. M'a permis vraiment de faire tout mon apprentissage dans l'industrie automobile. Et en tant qu'Ivoirien, je devais aussi chercher quelque chose qui était à cheval sur tous nos peuples. Que ce soit le peuple ghanéen, le peuple ivoirien. Et l'élément qu'on avait en commun après plusieurs recherches, c'était ce tabouret-là. OK? Donc, d'où ce choix du tabouret royal qui, en réalité, transcende du Togo jusqu'en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que nos ancêtres, de là où ils sont assis sur le tabouret. Vraiment. Alors, quand j'ai automobile, vous employez combien de personnes pour le moment? Nous sommes à 30. 30, d'accord. En tout cas, les gens le disent sur la toile de l'emploi, en tout cas aux Ivoiriens. Oh oui, oh oui, et c'est quelque chose de très, très intéressant. Regardez, nous déjà, quand on a commencé, on a été voir le ministère de l'enseignement technique pour dire, bon, ok, voilà, nous, on va démarrer l'industrie automobile. Il y a plein d'écoles d'automobile, donner des étudiants, et c'est ce qui a été fait. Voilà, des enfants même qui sont surpris de comment est-ce qu'ils sont arrivés là. J'ai dit, ben écoutez, vous avez appris un métier, on a demandé une liste à arriver, vous avez été sélectionné et vous êtes là. Voilà, donc effectivement, c'est une solution ivoirienne pour les Ivoiriens et en plus pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, on aurait aimé qu'il y ait beaucoup plus d'engouement en termes de décisions administratives, mais c'est des choses qui vont venir. Mais en même temps aussi, nous, on souhaiterait qu'il y ait quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire aujourd'hui, de tout le système économique de la Côte d'Ivoire, s'il y a un secteur d'activité qui est porté par les Ivoiriens à 100%, c'est l'industrie automobile. Et donc, il peut y avoir d'autres acteurs dans cette industrie, mais que nos gouvernants ne permettent pas que des étrangers viennent s'asseoir, faire ce que l'Ivoirien sait faire déjà. Parce qu'on s'est essayé ailleurs, ça ne marche pas. On suppose que les autres secteurs n'avaient pas de compétences, donc ils ont tout occupé. Mais pour l'industrie automobile, nous avons démarré une action et nous sommes pionniers d'un secteur détenu à 100% par les Ivoiriens. Il revient à nos autorités de protéger ce secteur pour qu'ils soient effectivement les détenteurs de ce secteur. Super. En tout cas, nous, on vous en félicite. Merci. Dites-nous, pour terminer, qu'est-ce que vous en faites des autres secteurs d'activité que vous avez, on va dire, parcourus dans le temps? Communication, santé, bien-être et autres. Il y a une holding en création pour regrouper toutes ces entreprises. Super, super. On se demandait bien, est-ce que M. Nda n'est pas un peu dispersé, être là, ça ne vous fatigue pas, non? Ça ne vous épuise pas? Cette question m'a été déjà posée, je crois, il y a quelques années. Mais toutes ces entreprises ont été à la recherche d'un chemin. À vrai dire, l'erreur à ne pas commettre, c'est pas que tout a été fait en même temps. On se focalise pour chercher. Et je pense avoir trouvé. Lorsque les fruits vont commencer à se faire récolter, il faut bien
stabiliser dans ses investissements. Et comme déjà, c'est des entreprises pour lesquelles on a déjà développé et qu'on connaît ce qui n'a pas marché, et puis on a nos propres ressources désormais, c'est clair que ça va aller un peu plus vite. Donc, ces entreprises, il n'y a pas d'activité véritablement pour moi en tant qu'individu là-bas. Aujourd'hui, je suis focus sur Kwanji. OK. Et dans quelques années, avec les fruits de Kwanji, ça va nous permettre effectivement de développer les autres secteurs comme parce que tous, c'est des secteurs passionnants pour moi. Ouais, c'est pas ce qui vous passionne le plus, c'est l'argent, honnête. Dormir, gagner de l'argent. Ça, c'est... dormir, gagner de l'argent. Dormir, gagner de l'argent. Pour l'heure, vous n'avez droit à aucun repos. Aucun repos. Voilà, et donc il faut travailler. À vrai dire, chercher l'argent pour moi, c'est de bâtir des autoroutes. Parce que ce n'est pas moi qui vais courir derrière l'argent. C'est l'argent qui doit courir derrière moi. Ça, c'est inévitable. Donc, mon job, c'est de faire les autoroutes, très bien les faire. Quand l'argent va venir, il n'y a même pas un caillou pour heurter son pied. Tu comprends? Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis en train de faire... Qu'elle va courir derrière moi. Ça arrive, hein, comme la Ivoirienne le dit. Alors, on va vous accorder 30 secondes pour conseiller ces entrepreneurs-là, ceux qui pensent que justement, à votre première année d'activité, pour vous faire de l'argent, réussir. C'est également qu'ils sont à deux doigts de lâcher prise parce que c'est vraiment difficile pour ces personnes à conseiller. Déjà, comprenez que rien ne se fait rapidement. On nous a fait croire, c'est faux. Et si vous comprenez, vous regardez bien, si vous regardez la nature, le soleil se lève au même endroit, se couche au même endroit. Et donc, on a tendance à rester, à changer toutes nos actions au quotidien parce qu'on pense que c'est ça. Non, il faut rester sur les mêmes choses. Les faire encore, encore et encore et encore en s'améliorant. C'est seulement ça qui va faire le changement. Aujourd'hui, on voit des entrepreneurs, ils ont mené une action. Aujourd'hui, ça ne marche pas, ils laissent, ils s'en vont totalement faire autre action. Non, il faut rester sur l'action qui n'a pas marché. Il faut reprendre jusqu'à ce que ça marche. Parce que si tu es vrai avec toi, tu sauras pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est-à-dire que souvent, ce n'est pas l'action ou bien les autres, non. C'est nous qui devons nous améliorer. On se ment trop. Notre environnement est mensonge. Notre environnement est faux. Et dans un tel environnement, ce n'est pas nous qui devons suivre l'environnement qui est faux, mais c'est nous. Je veux dire, on doit pouvoir se réinventer nous-mêmes pour créer notre propre environnement à nous. Et ça demande d'être vraiment concentré. Rien ne se fait rapidement. On ne peut pas dire à une plante, pousse, pousse. Non, tu ne peux jamais faire ça. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que j'ai été éduqué pour être entrepreneur? Est-ce que j'ai été éduqué pour être créateur de richesses? Quand tu sais que tu n'as pas cette éducation, va la chercher. Tu vas la trouver dans des livres, dans des audios, dans des conseils. Mais il ne faut jamais croire que quelqu'un viendra t'aider. Parce que celui que tu as croisé qui t'a fait une promesse, compte sur quelque chose qui peut avoir dans ce que tu es en train de proposer. Quand il se rendra compte que ce que tu proposes ne se retrouve pas, il a ses pressions quotidiennes qui prennent plus de temps que toi, tes promesses qu'il te fait. Donc, reste concentré. Il faut d'abord bien identifier ce que tu veux. Et ne compte sur personne. Parce que Dieu, il est juste. Il sait récompenser les efforts justes. Il sait récompenser ceux qui sont patients. Surtout. Rendez-vous au sommet. Merci bien, monsieur Ngoran Bernard Kwame. Voilà, j'ai inversé, mais c'est cela. C'était une interview très riche en conseils. Moi, j'ai pris plaisir à vous écouter. On se dira peut-être bientôt sur d'autres cieux, qui sait, au sommet. J'aimais bien le sommet. Alors, c'est tout, hein, chers téléspectateurs de Salam TV. Merci d'avoir suivi un porte entrepreneur de ce jour. J'espère que vous avez apprécié tous ces conseils du PDG de Kwanji Automobile. J'allais dire immobilier, mais bon, je pense bientôt on fera long chemin. On aura bientôt la cité Kwanji. Effectivement, dans l'immobilier. Alors, portez-vous bien.